Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Ousmane. Bonjour à toi. Bonjour François, bonjour tout le monde. Je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, moi, je suis Ousmane Barry, je suis AI architecte et aussi MVP Microsoft Foundry. Donc, j'accompagne les entreprises sur tout ce qui est actuellement setup et aussi gouvernance et implémentation de leurs projets sur la GenAI, exclusivement orienté sur la partie Azure. Et en même temps, j'accompagne sur la partie AI Assisted Coding avec GitHub Copilot au niveau entreprise. Ok, très très bien. Alors, notre échange de ce jour va se focaliser sur ce qui se passe depuis quelques semaines maintenant sur la tarification de GitHub Copilot, alors même si ce n'est pas le seul effectivement à le faire. Mhm. Donc aujourd'hui, on passe vraiment à une tarification, on va dire, un petit peu réelle, Oui. basée sur le token. Alors, quelle est la différence entre ce qu'on avait avant le 1er juin et ce qu'on a après le 1er juin? D'accord. Alors, faut savoir que GitHub Copilot, lorsqu'ils ont commencé leur outil GitHub Copilot pour les développeurs, ils sont partis sur un mode qu'ils ont appelé les premium requests, donc les requêtes premium. Alors, c'est quoi une requête premium? C'est quand tu vas utiliser un modèle avancé comme Sonnet, Opus ou autre, quand tu envoies ton prompt et qu'il te répond, c'est considéré comme une requête. D'accord? Ok. Donc, jusque-là, ça allait. On en avait typiquement dans nos souscriptions Copilot 300 requêtes premium. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'outil, quand il a évolué et qu'il est devenu très agentique, dans une requête premium pouvait tourner pendant longtemps. C'est-à-dire, on pouvait tourner pendant 10 minutes et consommer des millions de tokens. Parfois, il y en avait même qui pouvaient tourner pendant 31 heures et consommer des millions de tokens. Et du coup, euh, ça te prenait juste une requête premium, alors que derrière, ça consommait énormément de tokens et du coup, fois 10 par rapport si tu payais au prix du token. Donc, à un moment donné, jusqu'en avril, je pense, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus suivre, que c'était beaucoup trop cher pour GitHub de soutenir. L'outil s'est amélioré, c'est devenu populaire, il y a eu une adoption qui fait que du coup, le modèle Premium Request n'était plus tenable pour GitHub, tout simplement. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait ce switch de dire, OK, maintenant, on va plutôt passer au paiement à l'usage. C'est-à-dire, même si vous tournez 30, 45 000, c'est votre choix, mais vous allez payer au nombre de tokens que vous avez consommés. Et on s'est tous rendu compte qu'avec ce mode de facturation, notre consommation avait un facteur x4, x5 parfois, Mhm. minimum en entreprise. Et pour les gros utilisateurs, on passait sur du x10 ou même plus. D'accord. Alors, quand on regarde effectivement un petit peu en détail, et merci de nous avoir résumé un petit peu à la situation, Hilton nous parle de crédit IA. Alors, c'est quoi un Oui. crédit IA? Alors, le crédit IA, en fait, un crédit IA, c'est 1 centime de dollar. D'accord. C'est comme ça qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire que quand on va prendre une souscription, il y a différents prix. Il y a le prix à 19 dollars, il y a un prix à 40 dollars pour les pros, etc. Donc, si tu as 19 dollars et qu'un AI Credit, c'est 1 centime, ça veut dire qu'avec 19 dollars, tu as 1900 AI Credit. D'accord. Et ensuite, ce qu'ils ont fait derrière, c'est qu'ils ont dit, quand tu consommes un modèle, Mhm. typiquement, on va prendre le GPT 5.5, je crois, euh, pour 1 million de tokens, tu vas consommer 2,5 dollars. D'accord. Ouais. Donc, en fait, un crédit IA, ce n'est pas égal à un à token. Et ouf, d'ailleurs. Euh, Oui. parce que sinon, ça, voilà. Oui. On serait mal barré sinon. Donc, en fait, ça nous oblige quand même à, à réfléchir, en tout cas, euh, à avoir une idée du billing que l'on va derrière, C'est que l'on va ça. avoir derrière, c'est ça, hein? C'est tout à fait ça. En fait, du coup, ils font un rapport par rapport au modèle que l'on utilise. Donc, du coup, tu vas avoir pour 1 million de tokens sur du GPT-5, tu vas consommer, par exemple, 250 AI Credit Mhm. sur 1 million de tokens.
Voilà. Et ensuite, pareil pour les tokens de sortie. Donc, comme ça permet de classifier les modèles entre eux Hmm. et d'avoir cette consommation en fonction de tes usages. D'accord. Ce qui Mais, est carrément, ouais. ce qui a été déroutant en fait, parce que typiquement, on vient du Premium Request où les gens sont Hmm. habitués, on a construit tout un ensemble de workflows autour et du Hmm. jour au lendemain, en fait, je pense que ce que les entreprises reprochent à GitHub, hein, c'est ce changement qui a été assez brutal. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Typiquement, c'était des annonces fin avril. Les gens n'ont pas eu le temps de bien communiquer là-dessus pendant le mois de mai et le 1er juin, Hmm. c'est entré en compte. Ouais. Voilà. Oui, oui, en fait, ce qui est assez compliqué, effectivement, c'est que tu as les notions de crédit IA, tu as la notion de token, et que Mhm. tu consommes X crédits équivalent à X token, et donc, in fine, équivalent à X dollars, et que Yes. tout cela va varier selon le modèle que l'on va avoir, que l'on soit dans du GPT ou dans du cloud, etc. C'est tout à fait ça. Tu as très bien résumé. C'est selon, du coup, ton modèle que tu vas utiliser. Typiquement, un Claude IQ 4.5 va Mm. être 10 fois moins cher. Non, on va mettre 3 fois 5 fois moins cher qu'un Claude Opus 4.8. Mm. Mais D'accord. du coup, c'est pas les mêmes modèles qui font les Mm. mêmes tâches, Mm. typiquement. D'accord. Voilà. Donc, c'est là où rentre maintenant la partie où on a tous commencé à dire maintenant comment on s'adapte. Voilà, Bah, c'est parce que ça. Alors, tu nous disais effectivement bah, que pour effectivement une souscription, on va dire de base, on a 1900 crédits IA. Mhm. Donc, soit on les consomme très vite, soit on les consomme effectivement avec prudence. Oui, en fait, on les consomme en 2 jours. Beaucoup d'équipes, beaucoup de développeurs avaient consommé leur crédit sur le Switch. Donc, typiquement, ce que les entreprises ont mis en place, hein, c'est des crédits, des budgets. Mhm. Et le minimum pour que les gens puissent travailler au moins, c'est 50 dollars. 50 dollars, ça te fait 5000 AI credits. Mm. Et même ça va très vite. Il y en a qui sont montés pour les utilisateurs les plus avancés jusqu'à 500 dollars d'AI crédit par mois. 500 dollars, ça te fait 50 000 Mm. AI crédit et ça te permet du coup d'aller un peu plus loin, de travailler dans ce workflow vraiment agentique en utilisant les différents modèles. Donc, c'est comme ça qu'actuellement les entreprises sont adaptées. Ils sont en mode observation. Ils ont mis les budgets typiquement pour voir. Mais nous, on a eu des utilisateurs qui, au bout d'une semaine, ils avaient déjà consommé les 50 dollars et Mm. demandaient à être upgradés pour Mm. aller sur les 500 dollars. Et tout ça montre que ces outils sont devenus incontournables. C'est-à-dire qu'actuellement, les développeurs qui avaient l'habitude de travailler avec du AI coding, on a un peu du mal à s'en passer maintenant, vu Mm. l'apport, la productivité Mm. que ça nous rapporte. Mm. Alors, j'ai envie de dire, si on fait de l'agentique sur du VS Code ou du VS, hein, ou d'autres IDE, et qu'on le fait vraiment en mode vibe coding, eh ben, Mhm. effectivement, là, on va consommer ça dans quelques heures, en quelques jours. Par contre, Oui. si on le fait un petit peu plus intelligemment, on va dire, en le mêlant avec du codage, entre guillemets, plus traditionnel, et qu'on s'appuie sur de l'agentique pour des points très précis, c'est une meilleure approche pour toi ou c'est vraiment entre les deux? C'est une meilleure approche, je dirais, et c'est d'ailleurs ce qu'on recommande. Faut commencer d'abord, faut d'abord connaître les modèles qu'on a à Mm. disposition et bien choisir ces modèles. Donc, on a les modèles les moins avancés qu'on va avoir, tout ce qui est AQ, Gemini 3 Flash ou GPT-5 4 mini. Ça va permettre de faire les opérations routinières et ça ne va pas consommer trop de tokens. C'est-à-dire, Mm. si tu veux chercher dans ton repo, si tu veux reformater, si tu veux renommer, des tâches vraiment simples, ça, ces modèles-là, ils y arrivent. Mm. Donc ça, il faut les choisir pour faire ces tâches-là. Ensuite, quand on veut faire de l'ingénierie au quotidien, c'est-à-dire répondre à la tâche, comprendre le code, là, on monte d'un cran, on utilise des modèles un peu plus avancés, comme du Sonnet 4.6, du GPT-5.4 ou du Gemini 3.0 Pro, pour tout ce qui est développement courant et avoir ce mix-match entre parfois où tu Mm. dis, voilà, je vais l'implémenter rapidement, ou utiliser son modèle pour qu'il t'assiste. Donc là, encore une fois, on monte d'un cran, il permet de travailler sur le code, il a assez de open de compétences pour le faire. Et ensuite, maintenant, on utilise vraiment les modèles avancés, dont les modèles Opus ou GPT 5.5,
pour quand on a besoin de raisonnement profond, quand on est en mode conception, d'architecture, là, on utilise ces modèles-là. Ou quand on a vraiment un bug caché ou qui est compliqué pour nous à voir ou qui s'étale sur plusieurs couches, là, on switch sur ces modèles-là. Donc, déjà, connaître les modèles qu'on a à disposition et bien les choisir selon la tâche qu'on est en train d'exécuter. D'accord. Et peut-être aussi bien choisir à quel moment on va utiliser effectivement de l'agentique ou du chat, ou ce qu'on veut, pour éviter de consommer inutilement effectivement un crédit. Oui, effectivement, faut vraiment savoir à quel moment. Typiquement, les tâches agentiques, c'est quand on va vraiment entrer dans l'implémentation. Une fois que le modèle, on a fait un raisonnement, on a fait de l'architecture, on a fait de la conception avec un modèle avancé. Donc là, on va switcher sur la partie ingénierie, où on va basculer en mode agentique avec un orchestrateur et ses différents sous-agents, un qui implémente, qui va lancer les tests, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fini et qu'il a vérifié, quand on veut faire des petites tâches de renommage et de formatage, on descend encore sur un modèle beaucoup plus petit. Donc, moi, c'est typiquement un peu ça mon workflow sur l'utilisation des modèles, sur cette partie architecture, conception, réflexion et sur la partie ingénierie, implémentation. D'accord. Est-ce que selon toi, ça va, est-ce que c'est déjà le cas ou pas? Est-ce que ça complexifie un petit peu ou ça alourdit un petit peu le travail au quotidien d'un développeur? Alors, moi, je dis qu'on revient juste un peu à nos fondamentaux de l'ingénierie. Nous, les développeurs, ils ont toujours cette tâche d'automatiser, d'optimiser leur workflow. On a eu des workflows toujours assez compliqués, qu'on arrive souvent à alléger quand on travaille sur du Git, du Gitflow, etc., sur de l'architecture, etc. On a toujours des débats sur plein de choses. Donc, c'est juste quelque chose qui est nouveau, sur lequel il faut s'adapter et intégrer dans son workflow. Mais sauf que ce truc nouveau-là nous apporte énormément. D'accord. D'accord. Est-ce que ça veut dire que en fait, on passe d'un mode vraiment, on faisait tout et n'importe quoi, sans vraiment savoir est-ce que c'était vraiment utile, à une phase de la productivité. En fait, on va vraiment utiliser pour améliorer la productivité. En fait, on était plutôt en mode avec GitHub Copilot. On était plutôt en mode où on ne se souciait pas de ces choses-là. Ouais, les gens, ils basculaient sur du Opus 4.6 ou sur du GPT-5, le modèle le plus fort, et avec leurs 300 premium requests, ils tenaient sur le mois, et quelle que soit la tâche. Donc voilà, on ne se souciait plus de si quel modèle que maintenant. Avec le prix qui est entré en compte l'utilisation des tokens, on se dit, voilà, maintenant, il faut se poser et réfléchir un peu plus sur cette partie ingénierie ou contexte engineering ou harness engineering, selon le nom qu'on choisit, pour dire, voilà, comment on optimise cette utilisation parce que maintenant, on voit le vrai coût. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand par exemple, on l'utilise avec un VS Code, est-ce qu'il nous prévient des limites, des quotas qu'on est en train d'atteindre ou est-ce que c'est à toi de savoir où tu en es? Alors, il y a plein d'outils qui sont développés qui permettent de faire ça, mais nativement, dans ton IDE ou dans le CLI, tu as toujours cette information qui est disponible qui te dit le nombre de crédits que tu as utilisé. Si tu es à 28%, 30%, et tu as un petit message de warning quand tu t'approches. Quand tu es à 80-90%, je pense que c'est un message de warning qui te dit attention, si tu atteins ton quota, maintenant, tu vas être bloqué. D'accord. Alors, une question toute bête. Quand tu consommes tout ton quota de crédit IA, ça se passe comment? Est-ce qu'on rachète du quota ou est-ce qu'on passe au plan au-dessus? Alors, là, actuellement, au niveau entreprise, par exemple, supposons qu'ils ont pris les souscriptions à $19. Si tu consommes tes $19, typiquement, c'est-à-dire tes 1900 AI credits, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. Soit l'entreprise dit non, c'est fini, tu restes comme ça jusqu'à la fin du mois, tu attends le nouveau reset. Soit ils te mettent un budget. Pour dire que je vais allouer à Ousmane, je vais lui allouer $50 de budget. Donc, ce qui dit 5000 AI credits. Et à partir de là, je peux continuer jusqu'à atteindre ces 5000 AI credits, donc $50. Et dans ce cas, je suis bloqué à nouveau. Soit je les atteins pas, disons que j'ai consommé juste $30. À la fin du mois, je vais juste payer les $30.
Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a atteint son quota, soit l'entreprise, la personne qui gère le billing augmente ton budget. Dans ce cas, Mhm. tu peux continuer. Soit on décide de non, c'est un hard stop, on s'arrête là. Et Mhm. du coup, on revient à l'ancien mode et on retourne sur Stack Mhm. Overflow pour. D'accord. Est-ce que si par exemple tu ne consommes pas tout ton crédit IA sur un mois, est-ce Mhm. qu'il y a un report de ce crédit qui n'est pas consommé au mois suivant ou est-ce que c'est perdu? Alors, en fait, en entreprise, ce qui est fait, c'est qu'il y a un pool. C'est-à-dire que si tu as 100 utilisateurs et qu'ils ont tous 19 dollars de crédit, ce qui fait 1900 crédits, tous Mhm. ces 1900 crédits fois 100 se trouvent dans un pool que tout le monde consomme. Mhm. Donc, du coup, ce n'est pas perdu et du coup, c'est reporté. Par contre, pour les souscriptions individuelles, c'est un reset. Chaque fin du D'accord, mois, ouais, d'accord. tu as un reset de Mhm. tes crédits. Ouais, donc en fait, de- d'une certaine manière, on perd de l'argent, quoi. Enfin, Voilà, si tu ne ouais, c'est ça. l'utilises pas, tu le perds. D'accord. Après, on D'accord. dira, c'est comme toute souscription, hein. Quand tu prends une souscription et que tu ne consommes pas derrière, Ouais, ouais, tout à fait. D'accord, très très bien. Bah, en tout cas, un grand merci à toi. Bah, j'espère que ça a éclairé un petit peu les lumières des développeuses et développeurs qui nous écoutent. Donc toi, tu es effectivement MVP. Euh, Tu es spécialisé dans GitHub ou plutôt Azure? Toi, non, Azure, c'est ça, hein. Azure, je suis spécialisé Azure, du coup sur la partie AI parce que je suis MVP Foundry et aussi Ok. du coup sur la partie GitHub là où dès que c'est arrivé, du coup j'ai pris le train en marche pour comprendre tout ça, comment ça marche. J'ai fait des workshops, des webinaires sur ce sujet-là. Ok, super. Un grand merci à toi. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé et n'hésitez pas à consulter les pages officielles de Mm. pricing, de tarification GitHub. Alors, c'est pas toujours très très sympathique à lire, mais comme tu disais, il y a beaucoup beaucoup de choses à voir et tout est détaillé et notamment modèle par modèle avec Effectivement. tous les différents prix. Ousmane, Mm. un grand merci à toi et puis à très bientôt pour un nouveau podcast. Très bien, merci François, au revoir.